Bon, alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Patrick Trent. Je suis un avocat en droit du travail chez Borden Ladner Gervais. Je suis accompagné de ma collègue Maude Galarneau. Bonjour Maude. Bonjour Patrick. Alors, bienvenue à cette présentation web sur le sujet de la légalisation du cannabis et des questions particulières liées au milieu de travail. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir pour cette présentation ce matin. Juste pour vous dire que si jamais vous avez des questions en lien avec la présentation de ce matin, vous allez voir à la fin de la présentation, il y a nos adresses courriels à Maude et moi, et puis vous allez pouvoir nous transmettre vos questions par courriel et par la suite, et puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors, on a décidé de faire cette présentation au sujet de la légalisation du cannabis parce qu'on constate que c'est une question qui préoccupe grandement les employeurs depuis la légalisation du cannabis le 17 octobre dernier. Évidemment, nous, dans notre pratique, on a eu beaucoup de questions à ce sujet-là et on a aidé nos clients à se préparer à cette transition-là qui se veut pas simplement une question de légaliser le cannabis, mais c'est vraiment un changement au niveau des mœurs. C'est un changement social important. Et puis, évidemment, les gens sont intéressés de savoir ce que sera l'impact de ce changement-là au niveau du travail. Mm-hmm. Et je pense que s'il y a un message qu'on souhaite vous transmettre ce matin et qui est important que tous les gens saisissent ce matin relativement à la question de la légalisation du cannabis, c'est que au niveau du travail comme tel, au niveau de l'impact pour le milieu de travail, la légalisation du cannabis ne change pas vraiment grand-chose. C'est sûr que la consommation du cannabis dans un contexte social, et ainsi de suite, ça change les mœurs, ça change les habitudes des gens, ça change la façon que le cannabis va être perçu. Mais au niveau du travail, ça change pas grand-chose. Comme on va le voir dans la présentation de ce matin, un employé n'a pas le droit d'avoir les capacités affaiblies au travail. Il n'avait pas le droit avant le 17 octobre et il n'a pas le droit depuis le 17 octobre 2018. Ça ne modifie pas non plus les pouvoirs de gestion de l'employeur en la matière. Au contraire, ça vient davantage encadrer le fait que l'employeur a le droit d'imposer des règles quant au cannabis, tout comme il le faisait auparavant en matière de drogue et alcool. Exactement. Alors, pour la présentation de ce matin, on a un aperçu ici de la présentation. On va vous parler un peu du cannabis. Pas mal tout le monde est déjà assez familier avec ce qu'est le cannabis, mais on va vous rappeler quelques petits concepts de base. Et puis ensuite, on va s'attarder aux différents sujets spécifiques à la question du cannabis en milieu de travail et les impacts de la légalisation du cannabis en milieu de travail. Alors, qu'est-ce que le cannabis? Alors, le cannabis, c'est une famille de produits à base de la fleur et des feuilles de cette plante, le cannabis sativa. La composante psychoactive principale, l'élément qu'on pourrait dire problématique d'un point de vue droit du travail avec le cannabis, c'est le THC. Et la concentration du THC qu'il pourrait y avoir dans un produit de cannabis, parce que essentiellement, le THC, c'est la partie du cannabis qui peut causer une diminution des habiletés cognitives ou psychomotrices chez les gens qui consomment du cannabis. Alors, le THC, c'est l'ingrédient problématique. Et généralement, dans le cannabis médical, puis on va parler tout à l'heure dans la présentation de la question du cannabis utilisé à des fins médicales, généralement, on va retrouver une concentration de THC qui est plus faible. Donc, il va avoir un impact sur les capacités physiques et cognitives de la personne moindre. Alors, ça, c'est la grosse distinction, alors que l'ingrédient qui est responsable des effets qu'on pourrait appeler thérapeutiques du cannabis. Je dis on pourrait appeler parce que la science est encore en évolution là sur la question des bénéfices ou non de l'utilisation du cannabis, mais ce qui est généralement reconnu comme étant
l'ingrédient qui apporte des effets thérapeutiques au niveau de l'utilisation du cannabis, c'est le cannabidiol. Et ça, c'est l'ingrédient normalement qu'on va retrouver en présence dans le cannabis utilisation pour usage médical. Alors, les effets du cannabis sont quand même assez bien connus. Probablement que la science va évoluer au courant des prochains mois, des prochaines années, avec la légalisation au Canada. Il ne faut pas oublier que le Canada est seulement le 2e pays au monde à avoir légalisé l'utilisation, la consommation du cannabis, le premier pays au sein du G7 à avoir légalisé l'utilisation du cannabis. Donc, le Canada est vraiment à l'avant-garde. On n'a pas simplement décriminalisé l'utilisation du cannabis, mais on a légalisé pour que le gouvernement puisse contrôler la vente, la distribution du cannabis. Alors, on est vraiment un pas en avant sur tous les autres pays qui ont tout simplement décriminalisé le cannabis. Alors, c'est sûr que la science va évoluer, mais on peut voir qu'au niveau de la consommation du cannabis, on peut s'attendre à ce que les effets soient notamment des effets sur la concentration, sur la capacité à réfléchir et à prendre des décisions, sur le temps de réaction, au niveau de la coordination et des habiletés motrices de l'individu qui va avoir pris du cannabis. Et puis ça peut avoir évidemment un impact, par exemple, sur la conduite de véhicules motorisés ou sur la capacité d'un individu de faire fonctionner des machines ou des outils. Alors, tout ça, évidemment, ce sont des réalités qui sont bien inquiétantes pour le domaine du travail, qui sont bien inquiétantes pour les employeurs, surtout les employeurs qui ont des employés qui travaillent dans des postes où il y a un risque pour la sécurité, justement des employés qui doivent travailler avec la machinerie, qui doivent conduire des véhicules, des chariots élévateurs, toutes sortes d'outils, ainsi de suite. Tous ces contextes-là font en sorte qu'évidemment, le risque de l'utilisation du cannabis par des employés qui doivent utiliser des outils, des appareils comme ceux-là, c'est un risque important, un risque majeur pour les employeurs. Et donc, c'est quelque chose que les employeurs vont vouloir gérer dans le milieu de travail. Et Patrick, on s'imagine facilement les milieux comme ceux que tu décrivais, là, les usines, les entrepôts, un peu tout ça, mais ça peut également être le cas en laboratoire, donc avec du transfert de produits chimiques, avec la manipulation d'éléments qui peuvent être explosifs. Bref, c'est un autre milieu où, en effet, la sécurité peut rapidement être est très importante et il faut le prendre en considération. Tout à fait. Et puis on peut aussi imaginer des milieux où des gens ont à faire du travail manuel ou quoi que ce soit, mais par rapport à des produits très spécifiques, comme par exemple dans le domaine pharmaceutique, des gens qui font de l'emballage de médicaments, des choses comme ça, mais une personne pour qui les capacités sont affaiblies en raison de l'usage de marijuana, ça pourrait avoir des conséquences, des effets absolument désastreuses pour un tel employeur et les consommateurs, évidemment. Alors, ce sont tous des choses dont on doit tenir compte. Et aussi, il ne faut pas oublier que la consommation du cannabis peut créer des problèmes plus de nature psychologique chez les consommateurs. On peut voir des cas d'anxiété, des crises de panique, paranoïa, hallucination, ainsi de suite, surtout en lien avec du cannabis qui est à haute teneur en THC. L'utilisation de ces produits-là peuvent avoir des effets au niveau psychologique chez les consommateurs et donc, dans certains cas, des travailleurs qui pourraient occasionner des problèmes dans le milieu de travail. Et la réalité, c'est que les gens qui consomment le cannabis ne sont pas toujours pleinement conscients des effets du cannabis sur leur comportement, sur leur capacité motrice. Il y a des gens qui vont avoir tendance à dire que
Non, eux autres, quand ils fument du cannabis, ça n'a absolument aucun impact. Ils sont capables de conduire une voiture, ils sont capables d'utiliser des outils. Eux, ils n'ont jamais eu de problème au niveau de la concentration, quoi que ce soit. Alors que dans les faits, si on analyse les capacités d'un individu dans un contexte où ils ont les capacités affaiblies par le cannabis versus des situations où ils ne le sont pas, on peut voir qu'effectivement, l'utilisation du cannabis a un impact. Alors, tout ceci pour dire que les effets du cannabis, donc, commencent à être de plus en plus connus, ça va être de plus en plus précisé, puis on peut s'attendre à ce qu'éventuellement, les produits qui vont être vendus par les différentes agences gouvernementales vont être capables de préciser davantage les effets qu'un certain produit de cannabis va avoir sur un individu, mais pour l'instant, c'est encore plutôt général. Alors, nous avons la loi sur le cannabis, dont le titre officiel, c'est la loi concernant le cannabis et modifiant la loi réglementant certaines drogues et autres substances, le code criminel et d'autres lois. Tout ceci qu'on appelle maintenant la loi sur le cannabis, loi qui a fait en sorte que le cannabis, l'utilisation du cannabis à des fins récréatives est devenue légale le 17 octobre 2018. Et puis cette loi-là, pour l'instant, prévoit que la vente légale se fait à des individus de 18 ans et plus. C'est l'état du droit en ce moment. Est-ce que des provinces, comme par exemple le Québec, vont légiférer pour augmenter l'âge légal pour l'achat du cannabis? On ne le sait pas. Certainement, il y a des discussions à cet effet-là. Il semble y avoir un débat important entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec à cette question-là. Mais pour l'instant, c'est 18 ans et plus. Et Patrick, il s'agissait là de la loi fédérale, d'ailleurs, parce puis là, on va le voir dans les prochaines diapositives, mais la loi fédérale venait encadrer justement, fournir un peu le cadre légal pour tout ça, et le pouvoir législatif provincial et des municipalités qu'on va regarder là, dans les prochaines diapos viennent donner des outils justement par rapport à la mise en place justement là, de la mise en marché là, de la vente, plus précisément. Exactement, parce que la vente du cannabis, c'est les provinces qui gèrent ça, donc c'est les provinces qui réglementent au niveau qui légifèrent, au niveau de la consommation, au niveau de la production et de la distribution du cannabis sur l'ensemble de leur territoire. Et donc, les provinces ont chacune pris des mesures pour réglementer la consommation, la production et la distribution. Et puis, tel que je l'ai mentionné, on pourrait voir éventuellement des provinces adopter des règles qui seront un peu différentes de ce qu'était l'intention du gouvernement fédéral, par exemple sur la question de l'âge minimal pour l'achat de la marijuana. Mais pour l'instant, les provinces ont quand même un pouvoir législatif assez étendu sur tout ce qui est en lien avec la vente et l'utilisation du cannabis. Et on peut voir, comme on peut le voir par exemple à Montréal en ce moment, au niveau des municipalités, la loi sur le cannabis vient créer certains maux de tête parce qu'il y a toute la question de savoir dans quelles circonstances les gens peuvent utiliser le cannabis. Est-ce que ça peut être utilisé dans des lieux publics, lors de festivals ou ainsi de suite. Alors, les municipalités aussi ont certains pouvoirs pour légiférer en matière d'utilisation du cannabis. Ce qu'on peut voir, cependant, si on rattache tout ça à la question du milieu de travail, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles dispositions législatives, que ce soit au niveau fédéral, au niveau provincial ou au niveau municipal, qui viennent toucher ou encadrer de façon importante la question du cannabis en milieu de travail. Il n'y a pas de nouvelles lois, il n'y a pas de nouvelles réglementations en lien spécifiquement avec le cannabis qui viennent affecter le domaine du droit du travail. Donc, la façon que nous, on perçoit
la légalisation du cannabis, c'est un peu comme si on créait une nouvelle situation qui est très assimilable ou très semblable à l'utilisation de l'alcool. Anciennement, en fait, depuis toujours, l'alcool n'est pas permis dans le milieu de travail. L'alcool, un employé qui est sous les effets de l'alcool n'a pas le droit d'être au travail. Les gens n'ont pas le droit d'avoir les capacités affaiblies par l'alcool au travail. Et donc, quand on regarde le cadre juridique pour le cannabis, bien, on va appliquer essentiellement les mêmes règles que celles qu'on applique au niveau de l'alcool. Et ça, c'est une distinction importante à faire parce que souvent au niveau des discussions au niveau municipal quant à l'utilisation du cannabis, par exemple à Montréal, on parlait souvent du fait que la ville de Montréal va simplement appliquer les règles en matière de l'usage du tabac pour réglementer la consommation, l'usage du cannabis en public. Et donc, ça a peut-être donné l'impression aux gens que le cannabis, les lois qui vont s'appliquer, les règles qui vont s'appliquer, ça va être les règles en lien avec le tabac. Mais dans les faits, dans le milieu de travail, c'est pas uniquement les règles en matière d'utilisation du tabac qu'on va appliquer, c'est beaucoup plus le cadre juridique qui s'applique à l'utilisation de l'alcool qui va primer. Et puis ça, c'est peut-être une distinction qui est mal saisie par le public en général. Les gens se disent, cannabis, on le fume, c'est comme de la cigarette, tout ça. Non, le cannabis, ce n'est pas comme la cigarette. Le cannabis, comme on l'a vu, a un impact sur les capacités des gens. Et puis, donc, on doit vraiment voir le cannabis comme étant une autre catégorie de produits qui a un impact sur les capacités des gens, tout comme l'alcool. Et on doit mettre des règles en place similaires ou essentiellement les mêmes que ce qu'on aurait pour l'utilisation de l'alcool en milieu de travail. L'exemple dont tu parles, Patrick, est bon aussi parce qu'en effet, quand il y a quelques années, par exemple, le gouvernement a mis en place les RVER, les régimes volontaires d'épargne-retraite, les lois en matière de droit du travail à ce moment-là ont également été modifiées pour que tout ça soit mis en place par les employeurs. Là, en légalisant quelque chose comme le cannabis, on n'est pas du tout dans les mêmes circonstances, c'est pas du tout le même contexte, et c'est important, comme tu mentionnais, de faire le parallèle entre le fait que c'est plutôt les lois sur la réglementation de la consommation d'alcool qui vont s'appliquer et non le tabac, pardonnez-moi, parce qu'en effet, pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut facilement être pris en considération comme quoi les lois sur le tabagisme vont s'appliquer, mais ce n'est pas le cas, en raison des effets, justement, du cannabis. Exactement. Alors, quelles sont les dispositions principales sur le cannabis? C'est quelque chose qui a quand même été traité assez abondamment dans les médias, mais simplement pour vous le rappeler qu'un individu a maintenant le droit de posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis dans un lieu public. Les individus ont le droit de partager jusqu'à 30 grammes de cannabis avec un autre adulte. Les individus doivent acheter le cannabis auprès d'un détaillant. Les gens peuvent aussi cultiver jusqu'à 4 plantes de cannabis à des fins personnelles. Et puis, les gens peuvent fabriquer à domicile des produits contenant du cannabis. Alors ça, c'est ce que la loi permet. Quels sont les impacts auxquels on peut s'attendre de ce changement-là dans la loi? Bien, effectivement, je pense que c'est raisonnable de prévoir que, surtout dans les semaines et les mois suivant la légalisation du cannabis, qu'on va voir des employés qui vont tester un peu leurs employeurs. Des employés qui, soit intentionnellement ou de manière inintentionnelle,
vont se permettre de consommer du cannabis, soit peu de temps avant de débuter leur corps de travail ou même pendant les heures de travail, et qu'on va pouvoir avoir donc des circonstances où il y a des employés qui vont consommer le cannabis sur les lieux de travail, qui vont le partager avec des collègues, qui vont se présenter ou être au travail sous l'influence du cannabis. Et donc, on peut aussi prévoir qu'il va y avoir une augmentation des cas ou du nombre de cas de problèmes liés à la consommation du cannabis au travail, qui pourrait avoir un impact au niveau des accidents de travail, au niveau de l'absentéisme des salariés, des retards. On pourrait peut-être même voir des déclins au niveau de la productivité chez certains employeurs. Alors ça, c'est des choses que l'on peut prévoir. C'est difficile de savoir quelle serait exactement l'ampleur de ces problèmes-là. Mais c'est certain que dans les premières semaines et les premiers mois, les employés vont tester, vont vouloir voir quelle est la réaction des employeurs face à l'utilisation qu'ils pourraient faire du cannabis ou le fait d'être sous l'effet du cannabis pendant les heures du travail. Et c'est pour ça que notre suggestion, ça va être, ou nos suggestions, surtout plus tard dans la présentation, quand on va parler de la mise en place d'une politique et l'importance d'avoir une politique sur l'utilisation du cannabis, que ça va être très important pour les employeurs d'être plus sévères au début, de vraiment appliquer leur politique avec rigueur et diligence et vraiment pas laisser beaucoup de marge de manœuvre à leurs employés, surtout dans les premières semaines, les premiers mois suivant le 17 octobre. Là, notre recommandation, ça va être que les employeurs soient très, très vigilants et très, très exigeants envers leurs employés au niveau de l'utilisation du cannabis au travail ou le fait de se présenter au travail sous l'effet du cannabis. Ce sera aussi très important de vous assurer d'une bonne publicisation et une bonne divulgation de votre politique là, pour bien la mettre en évidence, vous assurer que les salariés sont au courant de son existence et les sensibiliser à vos attentes en la matière. Donc, je pense que oui, c'est très important de l'appliquer avec rigueur et de vous assurer de son application, mais c'est aussi important d'informer les salariés de vos attentes et de leurs droits et obligations en matière de cannabis, de manière à ce qu'il n'y ait pas non plus de surprise lorsque vous allez vouloir faire usage de votre pouvoir de gestion et discipliner certains employés qui ne respecteraient pas justement la politique. Et puis, ce qu'on peut voir de ce qui s'est passé, des expériences passées, effectivement, il y a le cas du Colorado et l'État de Washington, aux États-Unis notamment, qui permettent là, maintenant l'usage du cannabis dans leurs États. Ils ont vécu effectivement là, par les reportages qu'on a pu trouver sur la question, ils ont vécu évidemment une augmentation initiale du nombre de personnes sous l'influence du cannabis qui étaient impliquées dans des accidents de la route, accidents de la route mortels, et puis effectivement une augmentation au niveau de l'utilisation du cannabis en général, mais après ces augmentations-là, au début, les choses se sont stabilisées. Et puis, ils ne constatent pas là, vraiment un problème généralisé dans leurs États là, causé par l'utilisation du cannabis. Les difficultés qu'ils vivent, c'est en raison de visiteurs qui viennent pour justement pouvoir consommer du cannabis de manière légale dans ces États-là. Et puis, ils ont des problèmes reliés à ça. Évidemment, dans le milieu de travail, c'est moins un problème, ça, la question des gens qui sont en visite. Mais ce qui ressort de ce qu'on a lu sur la question, c'est que dans ces États-là, il n'y a pas de problème majeur lié à l'utilisation du cannabis. Ça va être surtout des situations de cas par cas où des problèmes pourront se manifester.
Je pense que le seul lien qu'on peut faire en milieu de travail avec les visiteurs, Patrick, ce sont si jamais vos employés ont des voyages d'affaires à faire à l'extérieur du Canada ou, bon, aux États-Unis, bien évidemment, la loi s'applique au Canada, ça ne traverse pas les frontières, donc c'est très important d'aviser vos employés qu'ils ne peuvent pas se déplacer lors de voyages d'affaires non plus avec du cannabis à l'extérieur parce que ils pourraient justement, on le sait très bien, là, les douaniers aux frontières ont des pouvoirs assez larges et discrétionnaire pour faire des vérifications. Donc, c'est important aussi d'aviser vos employés par rapport à ce point-là si, justement, vous avez des employés qui ont à voyager énormément par affaires. C'est un bon point, puis c'est quelque chose qui devrait être soulevé dans vos politiques en matière d'utilisation du cannabis. Si vous êtes dans un milieu de travail où, effectivement, les employés sont appelés à voyager. Alors, il ne faut pas oublier que la loi sur le cannabis ne change pas le fait qu'il est interdit de fumer dans certains lieux publics. Il est interdit de conduire avec les facultés affaiblies. Évidemment, le cannabis ne peut pas être à portée de main dans un véhicule, tout comme pour l'alcool. Et puis, la vente d'aliments comestibles comprenant du cannabis n'est pas encore légale. Comme on a vu tout à l'heure, les gens peuvent, à la maison, fabriquer leurs propres produits qui contiennent du cannabis légal, mais la vente d'aliments comestibles comprenant que le cannabis n'est pas encore légal en vertu de la loi. Donc, tout ceci fait en sorte que la loi sur le cannabis, telle qu'on l'a mentionné, ne vient pas changer les obligations des employeurs de protéger la santé et la sécurité des employés sur le lieu de travail. Ça ne change pas l'obligation des employés d'exercer leurs propres fonctions de manière sécuritaire, prudente et diligente. Alors, il ne faut pas oublier qu'en matière de santé et sécurité au travail, c'est une responsabilité qui est partagée entre les employeurs et les employés. Les employeurs ont l'obligation de fournir un milieu de travail sécuritaire et les employés ont, eux, l'obligation de travailler de manière sécuritaire. Donc, cette responsabilité-là demeure partagée quant à l'utilisation du cannabis. Et évidemment, la loi sur le cannabis ne vient aucunement, le fait que le cannabis soit légal pour l'usage récréatif ne vient aucunement limiter la capacité d'un employeur de réglementer la consommation du cannabis sur les lieux de travail. C'est le cas pour l'alcool, c'est le cas pour le cannabis. C'était le cas avant le 17 octobre et c'est le cas après le 17 octobre. Maintenant, ça ne change pas aussi la réalité que des employeurs auront à faire face à des situations difficiles, des situations complexes impliquant des employés qui font l'usage du cannabis. Et puis Maude va justement traiter de la question de la dépendance au cannabis et comment les employeurs doivent gérer ça. Et par la suite, elle va vous parler aussi de l'usage du cannabis à des fins médicales et ses implications dans le milieu de travail. Merci, Patrick. Donc, je pense qu'une des questions qui risque de se présenter le plus souvent dans les prochains mois en ce qui vous concerne, c'est que faire si vous êtes face à un employé qui a un problème de dépendance au cannabis. Un peu comme c'est le cas pour l'alcool, à vrai dire, pas un peu, comme c'est le cas pour l'alcool, en matière de dépendance à l'alcool, tout comme en matière de dépendance au cannabis, l'employeur a une obligation d'accommodement puisque la dépendance au cannabis, comme la dépendance à l'alcool, est considérée comme un handicap en vertu des lois protégeant les droits et libertés. Alors, c'est important de comprendre que toute discrimination fondée sur le motif de handicap, donc sur la dépendance au cannabis, tout comme c'était le cas lors d'un cas de dépendance à l'alcool, demeure illégale.
Donc, vous ne pourrez pas non plus désavantager un employé lors de l'embauche ou pendant son emploi seulement en raison d'une dépendance au cannabis. Vous avez ici les références à la loi canadienne sur les droits de la personne, mais c'est la même chose en vertu de notre charte québécoise ici au Québec. On ne peut pas discriminer à l'embauche pour tel motif, ni pendant l'emploi de cet employé. Alors, c'est important de garder en tête justement que vous aurez à ce moment-là une obligation d'accommodement. Rappelons-nous par ailleurs que ça ne signifie pas que les employeurs auront à tolérer que leurs employés pourront exercer à ce moment-là leurs fonctions avec des facultés affaiblies. Comme Patrick le mentionnait à notre diapo précédente, les obligations des employés en matière de prestation de travail qui doit être effectuée de manière sécuritaire demeurent et les obligations de l'employeur de fournir un milieu de travail qui sera également sécuritaire pour cet employé spécifiquement qui a une dépendance, mais aussi pour les autres employés, demeure en vigueur. Donc, c'est très important de garder en tête que certes, vous avez une obligation d'accommodement, mais cela ne signifie pas que vous êtes obligé d'accepter que ces employés-là vont se présenter sur les lieux du travail avec des facultés affaiblies. Et le corollaire de ça, bien évidemment, demeure que les employés qui ont une dépendance au cannabis, tout comme ceux qui ont une dépendance à l'alcool, ne sont pas à l'abri des sanctions ou des mesures disciplinaires. Donc oui, vous avez à nouveau une obligation de prendre des mesures d'accommodement, mais celle-ci ne peut pas s'appliquer, peut ne pas s'appliquer, en effet, si la sanction est imposée uniquement pour la violation d'une politique sans que la dépendance soit prise en compte dans la décision de l'employeur. Donc, il faut faire la part des choses ici entre le geste qui pourrait être un geste d'insubordination par ailleurs de la part d'un employé et sa dépendance à l'alcool et ou au cannabis. Donc, la dépendance au cannabis ne peut pas être une excuse générale qui va pouvoir s'appliquer à toutes les sauces pour cet employé-là et qui ferait en sorte que cet employé ne serait pas visé par des mesures disciplinaires ou des sanctions disciplinaires lorsque celles-ci pourraient être appelées à s'appliquer. Bien évidemment, en matière d'accommodement, la limite qui est imposée par le droit en vigueur demeure la contrainte excessive. Donc, l'employeur doit donner à l'employé la possibilité de se réadapter, par exemple en suivant un programme de désintoxication. Et ça, c'est un exemple, mais le concept derrière tout ça demeure que l'employeur doit tenter d'accommoder l'employé qui vit ce handicap, qui vit cette dépendance au cannabis, jusqu'à ce que cela lui cause une contrainte excessive. Par exemple, si vous avez un milieu de travail très petit où vous avez environ 4-5 employés et que vous avez quelqu'un pour qui on devrait adapter son horaire en fonction de sa consommation de cannabis pour des fins médicales, bien, il faut valider si en fonction de votre roulement de travail puis de votre entreprise, c'est une mesure qui peut être mise en place de manière raisonnable sans créer de contraintes excessives pour le déroulement de vos affaires. Pareil, je reprends le même exemple. Si vous êtes dans une plus grosse compagnie, une compagnie, on parlerait par exemple de plus d'une centaine d'employés, ou en raison d'une consommation, par exemple, de cannabis à toute fin médicale, on va le voir un peu plus tard, mais qui pourrait faire en sorte que la personne ne peut pas rentrer au travail, par exemple, avant 10 heures le matin, bien, un accommodement à son horaire de travail pourrait être mis en place. Il s'agit ici d'un exemple, mais bien évidemment, une contrainte excessive peut se présenter d'une toute autre manière et chaque cas demeurera à ce moment-là un cas d'espèce. Donc, c'est important de valider la dépendance d'une part et par après d'évaluer qu'est-ce qu'on peut faire à titre d'employeur en matière d'accommodement qui ne causerait pas une contrainte excessive pour permettre à cet employé justement de participer, par exemple, à son programme de désintoxication.
Notre deuxième point vise à porter à votre attention que si des mesures d'adaptation causent une contrainte excessive, bien, nous, à ce moment-là, on peut procéder à la fin d'emploi de l'employé. Le PowerPoint ici mentionne un licenciement, mais il s'agirait davantage d'un contexte de congédiement administratif dans les circonstances, en raison justement de votre incapacité à pouvoir accommoder l'employé dans ces circonstances-là. C'est un peu la même chose, finalement, si l'employé n'a pas vraiment l'intention de résoudre son problème de dépendance. Là, on vient rejoindre un peu ce qu'on mentionnait précédemment en disant que cela ne limite pas votre pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures disciplinaires. Si le problème découle du fait que l'employé n'a aucune intention de mettre l'effort et les énergies nécessaires ou de participer au programme nécessaire qui pourrait lui permettre de revenir sur la bonne voie et par la suite d'accomplir sa prestation de travail adéquatement, on n'est pas nécessairement à 100% dans un problème de handicap et là, vous aurez le droit d'agir à titre d'employeur pour mettre en place justement des sanctions disciplinaires qui pourraient aller jusqu'au congédiement si vraiment il n'y a pas de volonté de la part du salarié de régler son problème de dépendance. Et on va le voir dans les prochaines diapositives. Alors, dans quel contexte, justement, l'entente de dernière chance peut être envisagée, même s'il demeure qu'il y a des distinctions importantes à faire dans les milieux de travail qui sont non syndiqués. Mais il en demeure pas moins qu'une entente de dernière chance permet justement à l'employeur et à l'employé de mettre des balises et des circonstances entourant les modalités qui vont permettre à l'employé de suivre. Souvent, on le sait, ça vient avec un programme de désintox. Ça vient également avec un avertissement clair de ce que l'employeur est prêt à faire pour permettre à l'employé de suivre ce programme de désintoxication. Mais bref, ça vient baliser réellement les circonstances dans lesquelles l'employé et l'employeur pourront venir à bout de cette problématique de dépendance et permettre à l'employé de reprendre son travail et d'effectuer sa prestation de travail. Une entente de dernière chance va être considérée comme une mesure d'accommodement, bien évidemment, parce qu'on reconnaît que l'employé a un problème de dépendance et on est prêt à mettre des mesures en place pour lui permettre de régler son problème et de le traiter moindrement, parce que ça va de soi, ça ne se réglera pas en criant bonjour, mais il faut le traiter certainement pour que cet employé puisse revenir faire sa prestation de travail et accomplir son travail. Parce qu'on n'oublie pas non plus que le concept de base du contrat, c'est que vous avez droit à titre d'employeur que votre employé effectue sa prestation de travail. Donc, tout ça vient se mélanger pour mettre en place des mesures d'accommodement qui pourront permettre à l'employé d'effectuer son travail, mais aussi à l'employeur de bénéficier de la prestation de travail de l'employé en question. Alors, Patrick en a parlé un peu brièvement tantôt, mais c'est certain que un des impacts majeurs de la légalisation du cannabis, c'est le changement dans les normes sociales, donc le changement qui va s'effectuer au sein même des mentalités des gens. Alors, on en parlait un petit peu plus tôt, l'employeur va devoir faire attention à ne pas discriminer les employés qui consomment du cannabis à des fins récréatives dans leur vie personnelle, sans effet sur leur rendement au travail. Donc, on parle vraiment ici de jugement et de préjugés que les employeurs pourraient porter à l'égard de certains de leurs salariés en sachant pertinemment que certains d'entre eux peuvent fumer du cannabis ou prendre et consommer du cannabis chez eux pendant la fin de semaine, par exemple. Donc, dans la mesure où il n'y a pas d'effet sur leur rendement et leur performance au travail, vous ne pouvez pas agir non plus et imposer des sanctions. Ça va de soi, ce n'est pas ce que la légalisation du cannabis vise et ça ne donne pas non plus ce pouvoir-là aux employeurs, très certainement pas.
Ainsi, ça va être très important que d'accepter, excusez-moi, là, je suis rendue au troisième point, mais depuis la légalisation, va falloir être conscient que les employés assistants des activités sociales pourront parfois être sous l'influence du cannabis, tout comme ils peuvent parfois être sous l'influence de l'alcool. Donc, à nouveau, on vient rejoindre un peu les règles qui encadrent l'alcool au Canada et au Québec et non les règles qui encadrent le tabagisme. Mais ce qui est important de retenir de toute cette situation, c'est que les mentalités quant à la consommation du cannabis ne changeront pas du jour au lendemain et c'est quelque chose qui va s'imposer lentement mais sûrement au fil des ans. L'important et ce que vous devez retenir à titre d'employeur, c'est qu'il ne faut pas agir de manière discriminatoire envers les gens qui pourraient consommer du cannabis dans la mesure où il n'y a pas d'effet sur leur rendement au travail ou que ça n'influence, ça n'affecte pas leur performance au travail. Maintenant, ceci dit, sur la question des activités sociales, bien qu'effectivement les salariés vont pouvoir, maintenant depuis le 17 octobre, pourraient penser qu'ils vont pouvoir participer à des activités sociales organisées par l'employeur, comme par exemple si on parle d'un party de Noël, ça n'empêche pas les employeurs d'adopter des politiques qui vont encadrer cela. Okay? Donc, ça ne veut pas dire que les employeurs ont l'obligation d'accepter que des employés consomment ou soient sous l'effet du cannabis lors des activités sociales organisées par l'employeur. Tout comme un employeur pourrait empêcher l'utilisation de l'alcool lors de telles activités, l'employeur pourrait empêcher l'utilisation du cannabis. Et j'irais même un petit peu plus loin, parce que nous l'avons fait dans certaines politiques pour certains de nos clients. Nous avons adopté dans certaines circonstances, nous avons fait la distinction entre l'alcool et la marijuana légale. Et nous avons fait des politiques pour des employeurs dans lesquelles les employeurs reconnaissent que les employés, lors d'activités sociales organisées par l'employeur, peuvent consommer de l'alcool, et puis même l'employeur pourra offrir l'alcool gratuitement aux employés. Cependant, ces mêmes politiques-là vont dire que l'employeur considère que l'utilisation du cannabis légal lors des activités sociales n'est pas permise. Donc, c'est possible pour un employeur de faire la distinction entre l'alcool et le cannabis et d'en permettre un et d'en prohiber l'autre. Parce que ce sont des activités sociales organisées par l'employeur et l'employeur a effectivement le contrôle sur ce qui se passe dans ces activités-là. Alors, tout ça, cependant, ça devrait être clairement identifié dans la politique que nous vous suggérons d'adopter sur l'usage du cannabis au travail. Et à nouveau, ce qui va demeurer important dans ces cas-là, c'est de transmettre l'information aux salariés, donc de les aviser avant le party de Noël ou avant le 5 à 7 organisé, quelles sont les attentes de l'employeur en matière de cannabis, parce qu'autrement, vous allez sans aucun doute être face à face à des situations où vous allez devoir gérer justement de la consommation du cannabis alors que vous ne voulez peut-être pas qu'il y en ait lors de vos activités. Donc, la sensibilisation de vos employés avant les 10 événements demeurera primordiale et très importante pour bien transmettre vos attentes à titre d'employeur en pareille matière. Parlons maintenant de cannabis à des fins médicales. Donc, la consommation de cannabis à des fins médicales est légale depuis plusieurs années déjà, depuis 1999. On sait aussi que ça a connu une croissance phénoménale depuis la légalisation. La statistique suivante est intéressante. Selon Santé Canada, plus de 200 000 Canadiens ont été autorisés à acheter du cannabis à des fins médicales au cours du premier trimestre de 2017-2018. Donc, c'est quand même une hausse de 20 par rapport au trimestre précédent. Donc, il y a déjà beaucoup de cannabis médical qui était en circulation au Canada, puisque c'était légal. Et on s'attend également à ce que ce taux augmente et donc accélère avec la légalisation du cannabis à des fins récréatives. Que devez-vous faire si vous avez un employé qui consomme du cannabis à des fins médicales?
À nouveau, il s'agit d'une demande d'accommodement médical pour quelqu'un qui a qui doit prendre un médicament ou qui aurait des limitations. Je pense par exemple à un employé qui conduit normalement des chariots élévateurs, qui pendant une période X prend de la médication qui affecte son attention et sa capacité à réagir rapidement. Bien, de toute évidence, cette personne-là aura probablement des limitations pendant sa prise de médicaments. Et nous, à titre d'employeur, on doit s'assurer d'accommoder cet employé-là pendant cette période-là pour lui permettre, d'une part, de consommer son médicament ou du cannabis à toute fin médicale et à nouveau sans créer de contraintes excessives parce qu'on revient dans la valse de l'accommodement raisonnable avec la contrainte excessive. Il faut s'assurer de mettre en place des mesures qui vont permettre d'accommoder l'employé jusqu'à ce qu'on puisse le faire en fonction des paramètres de notre entreprise. C'est important par ailleurs, pardonnez-moi, lorsqu'on parle de consommation de cannabis à des fins médicales, de nous assurer d'avoir un certificat médical. Là. Et ça, vous pouvez le demander à votre employé. C'est-à-dire que si votre employé vient vous voir et vous dit « je dois consommer du cannabis à des fins médicales », vous avez le droit de demander un certificat médical de cet employé pour valider justement le fait qu'il peut prendre du cannabis à des fins médicales. Et puis ça, c'est important de le préciser, surtout dans vos politiques, sur la question de l'usage du cannabis au travail, parce que des employés qui ont un certificat de la part de leur médecin autorisant l'utilisation du cannabis médical, des fois pensent que parce qu'ils ont ce certificat-là, ben ça leur permet de faire ce qu'ils veulent. Ça leur permet de prendre du cannabis au travail, ça les autorise de faire ça. Souvent, les employés ne vont même pas en parler à leur employeur. Ils vont utiliser du cannabis pendant les heures de travail, sur les lieux de travail, en se disant, ben regardez, moi j'ai un certificat, mon médecin me le prescrit, et puis ça m'autorise à faire ce que je veux. Et puis donc, c'est important de préciser dans vos politiques que les employés qui ont une prescription pour l'usage du cannabis, s'ils ont l'intention d'utiliser du cannabis ou d'être sous l'effet du cannabis pendant les heures du travail, ils ont besoin d'aviser l'employeur afin que l'employeur puisse évaluer la situation et prendre les mesures qui s'imposent. Et les employés ont un certain devoir de participer à la mise en place des mesures d'accommodement également. Donc, vous avez le droit de les questionner pour savoir à quelle période de la journée vous devez prendre votre cannabis pour dans le cadre de votre traitement. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est plutôt le soir? Est-ce qu'on peut aménager votre horaire de travail en fonction justement de votre prise de cannabis là, pour des fins médicales? Et l'employé doit collaborer dans la mise en place de ces mesures d'accommodement-là. Donc, c'est certain qu'on vous invite à discuter avec l'employé en question et parfois, ça peut même être intéressant de faire remplir un questionnaire un peu plus précis par le médecin traitant de l'employé en question pour bien comprendre à quel moment, là, justement, l'employé doit prendre du cannabis à des fins médicales, dans quelles circonstances, tout ça dans un but d'accommodement, ça va de soi. Ainsi, ça je pense qu'on l'a déjà couvert, là, mais l'obligation d'accommodement à nouveau va être limitée par la contrainte excessive qui pourra dépendre de la nature du travail de l'employé, des risques liés à la sécurité et à l'impact sur la productivité de l'employé en question. Je reviens avec mon exemple de l'employé qui doit conduire des chariots élévateurs. Il y a définitivement peut-être des risques liés à la sécurité qui pourraient être présents lors de la consommation de cannabis. Donc, il faut faire attention à ça et nous assurer justement que le milieu de travail va demeurer sécuritaire pour tous, tant pour l'employé qui consomme du cannabis que pour les autres employés avec qui il ou elle travaille. Et comme pour les effets secondaires de tout autre médicament, bon, ça revient un peu aux démarches là, auxquelles je faisais référence dans la mise en place des mesures d'accommodement. Il va demeurer important de valider si l'employé est apte à s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité,
Dans quelle mesure ces capacités cognitives et psychomotrices vont être affectées? On se souvient que le rapport de THC et de CBD va être important souvent dans ces circonstances-là, mais il faut aussi valider quels sont les autres effets secondaires parce que chaque individu peut réagir différemment à la consommation du cannabis. Donc, c'est important de comprendre quels sont les effets secondaires pour votre employé spécifiquement, de manière à mettre en place les mesures d'accommodement appropriées. Et la fréquence de consommation, la quantité qui doit être consommée seront également des éléments à prendre en considération. Le tout demeurera certainement du cas par cas. Il faudra évaluer chaque situation selon ses propres circonstances. C'est très difficile de généraliser dans des circonstances similaires, mais le cadre de ce que vous devez faire et les démarches que vous devez mettre en place pour évaluer la situation demeurent les mêmes. Donc, si vous avez un accommodement, une mesure d'accommodement à mettre en place, il faut évaluer les paramètres et comprendre à quel moment il y aurait une contrainte excessive pour votre business pour voir jusqu'à où vous êtes en mesure d'accommoder votre employé. Et le deuxième point rejoint un peu ce que je disais un peu plus tôt. Les employeurs aussi doivent s'assurer d'obtenir un certificat médical. Ils peuvent demander justement à ce que l'employé se soumette à une expertise médicale pour évaluer si il ou elle est capable d'exécuter ses tâches de façon diligente. Je pense que c'est toujours préférable de cogner à la porte du médecin traitant dans un premier temps afin d'obtenir ces informations-là avant de procéder, par exemple, à une contre-expertise. Mais en effet, vous avez le droit de questionner les spécialistes de l'employé pour bien comprendre dans quelle mesure et dans quels paramètres lui ou elle est en mesure d'effectuer sa prestation de travail. Même si les employés consomment du cannabis à des fins médicales, et ça c'est important, il faut garder en tête que la possibilité de consommer du cannabis à des fins médicales ne devient pas un passe-droit et un free pass, pardonnez-moi l'anglicisme, pour toutes ces situations-là. Donc, il demeure important que les lois qui encadrent le tabac vont s'appliquer quand même aux employés qui consomment du cannabis à des fins médicales. Donc, les lois qui concernent la possibilité de fumer à l'intérieur ou à la proximité des lieux de travail, fumer dans les espaces publics qui sont fermés, les terrasses commerciales, à l'extérieur d'un certain rayon autour des bâtiments publics. Donc, toutes ces lois-là vont quand même s'appliquer aux gens qui consomment du cannabis à des fins médicales. Et gardons en tête que pour tous les autres employés de votre business, vous avez le droit d'interdire la consommation du cannabis pendant les heures de travail et d'interdire de travailler sous l'influence du cannabis et certainement de réglementer la consommation récréative de cannabis comme vous le faites déjà en matière d'alcool et de drogue. Et comme Patrick le mentionnait un peu plus tôt, la meilleure façon de le faire, c'est d'adopter une politique sur l'alcool et les drogues ou simplement de mettre à jour la vôtre pour ajouter certaines informations quant à la consommation de cannabis. Alors, effectivement, la mise en place d'une politique sur l'alcool, la drogue et les médicaments d'ordonnance, c'est un outil essentiel pour les employeurs. C'est quelque chose que l'on recommande fortement à tous les employeurs, surtout depuis la légalisation du cannabis à des fins récréatives, parce que cette légalisation-là a pu créer une certaine confusion auprès des salariés, à savoir ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire au travail en lien avec l'usage du cannabis. Et pour nous, l'adoption d'une politique claire, une politique détaillée qui traite de la question de l'alcool et du cannabis, c'est une occasion idéale pour tous les employeurs de faire un rappel à tous leurs employés relativement à ces questions-là. C'est une occasion de rappeler aux employés les règles par rapport à l'alcool. C'est une occasion pour les employeurs de rappeler aux employés
les règles par rapport aux médicaments qui sont prescrits par leur médecin, qui peuvent avoir un effet sur leur capacité. Et aussi, c'est une occasion de énoncer la politique de l'employeur relativement à l'usage du cannabis au travail. Alors, c'est un outil essentiel et puis évidemment, on encourage tous les employeurs de mettre ça en place. Vous avez dans la présentation que nous avons fournie ce matin plusieurs pages qui expliquent ce que devrait contenir une telle politique, quel est le but d'une telle politique. Et on va vous laisser prendre connaissance de ces éléments-là. Ce qui est vraiment important de dire, cependant, et puis Maud l'a mentionné tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous aurez mis en place ou que vous aurez préparé et mis en place votre politique sur l'alcool et les drogues, c'est important de bien la communiquer à tout le monde dans votre milieu de travail, de s'assurer que le document est disponible à tous les employés et on encourage vraiment des présentations en personne à vos employés relativement à votre politique pour vous assurer que le message passe très, très bien à tous vos employés parce que c'est un enjeu important. Et puis probablement que vos employés vont avoir un intérêt pour une telle présentation. Les employés vont vouloir en savoir plus et vont vouloir savoir c'est quoi les balises. Et tel qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est dans les prochains jours et les prochaines semaines que vous allez vouloir vraiment bien encadrer l'utilisation du cannabis dans vos milieux de travail. Alors, la politique, ça va être l'outil tout indiqué pour faire cela. Alors, nous approchons de la fin de la présentation. Un dernier mot sur la question des tests de dépistage d'alcool ou de drogue en milieu de travail. C'est une question qui revient assez fréquemment, à savoir dans quel contexte est-ce que les employeurs peuvent exiger de leurs employés de se soumettre à un test de dépistage de drogue. Les règles commencent à être quand même assez claires, la jurisprudence commence à être assez précise sur cette question-là. Pour ce qui est des tests aléatoires, donc des tests que l'employeur pourrait vouloir imposer à ses employés en tout moment et en toutes circonstances, vous devez savoir que ce n'est généralement pas permis. Okay, la loi est quand même assez claire là-dessus au Canada. Un employeur qui, même avec une politique, tenterait de faire des tests aléatoires d'utilisation de drogue ou d'alcool au milieu de travail, ce n'est pas permis. Essentiellement, les tribunaux considèrent que les tests de cette nature-là sont une atteinte au droit à la vie privée des employés et donc ils vont exiger que les tests aient lieu seulement dans des conditions spécifiques, soit lorsque l'employeur a des motifs sérieux et raisonnables de croire que l'employé a des facultés affaiblies au travail, lorsque un employé est impliqué dans un incident grave ou un accident, ou aussi on va pouvoir faire des tests de drogue ou d'alcool dans un contexte où il y a une entente à cet effet-là qui a été pris avec un employé qui souffre d'un problème de dépendance de drogue ou alcool. Dans ce contexte-là, on va pouvoir aussi prévoir des tests de drogue et alcool. Mais à part ça, les tests de drogue et alcool, c'est à être utilisé uniquement dans les circonstances qui sont mentionnées ici, et les tests aléatoires, ça ne passe tout simplement pas. Alors, nous avons d'autres informations dans la présentation à ce sujet, et puis vous pourrez en prendre connaissance. Nous approchons de la fin de la présentation, et puis Maud a quelques petits commentaires à vous faire avant de vous saluer. On désire simplement porter à votre attention que la présentation va être disponible sur notre site Internet d'ici la fin de la semaine.
Également, vous portez à votre attention qu'une demande a été faite là, pour obtenir là, les crédits auprès du barreau et de l'ordre des conseillers ressources humaines agréés, donc c'est un rachat, et que si jamais vous désirez bénéficier de ces crédits, un courriel vous sera transmis prochainement et vous n'aurez qu'à nous faire signe pour pouvoir en bénéficier. Alors, sur ce, on vous remercie grandement d'avoir participé à notre présentation de ce matin et de nous avoir écoutés. Et on répète que si jamais vous avez des questions supplémentaires, nos coordonnées se trouvent à l'écran à l'instant même et on vous invite à nous faire signe et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup. Au revoir.